Les marins-pêcheurs font l'un des métiers les plus dangereux du monde. Pourtant, malgré les risques, la plupart d'entre eux sont viscéralement attachés à leur mode de vie. Afin de mieux comprendre les motivations de ces hommes de mer, nous avons embarqué avec 2 équipages. L'un comme l'autre, ils traquent les bancs de harengs dans les eaux froides de l'hémisphère nord, mais avec des techniques de pêche bien différentes. En Alaska, les marins du Shadowfax participent à une véritable course contre la montre. Tu vois tous les flotteurs sous l'eau? Ça veut dire que les poissons sont là! Ils doivent prendre dans leur filet un maximum de poissons dans un minimum de temps. Cette pêche est la plus spectaculaire et la plus lucrative de toute la côte pacifique des États-Unis. Les hommes du Sandeti, eux, sillonnent la mer du Nord et la Manche à bord d'un énorme navire-usine. Moi, j'ai toujours dit que si jamais on fait ce métier-là que pour l'argent, on n'y reste pas. Avant de remplir les cales, ces marins doivent souvent affronter les éléments qui se déchaînent. Ce voyage au cœur d'un univers à part commence au large des côtes d'Alaska. Chaque année, au début du printemps, des centaines de milliers de harengs se dirigent vers la baie de Sitka pour se reproduire et pondre. Les bancs de poissons sont précédés par une flotte impressionnante de bateaux de pêche venus des 4 coins d'Alaska. Jamie Ross, le capitaine du Shadowfax, est une fois de plus venu tenter sa chance. Après 5 jours de mer, ces jeunes matelots découvrent ce qui, dans quelques jours ou dans quelques heures, va se transformer en un véritable champ de bataille. Il faut vraiment qu'on gagne du fric. C'est un travail intense et très important. À cette époque de l'année, on est tous un peu en difficulté financièrement. La dernière fois qu'on a gagné de l'argent, c'était en septembre. Pour nous, c'est pas le printemps si on n'est pas à Sitka. Je me sens très privilégié de travailler dans cette pêcherie. C'est la plus petite en Alaska en nombre de participants. Les pêcheurs sont venus de toute la côte ouest des États-Unis pour participer à cette pêche très lucrative. Mais avant de rafler la mise, les équipages doivent se plier à un rituel mis en place par les autorités scientifiques. Car ici à Sitka, les règles en matière de pêche au hareng sont très strictes. Ils attendent tous des nouvelles du biologiste Dave Gordon, le responsable des pêches dans cette partie de l'Alaska. Il a hérité d'un surnom, on l'appelle God Almighty, Dieu Tout-Puissant, car c'est lui qui décide, selon des calculs très scientifiques, de l'ouverture d'une pêche et de sa durée. Parfois, quand les poissons sont près de la surface, on ne les voit pas du bateau. En revanche, en avion, on peut les apercevoir. On peut déterminer plus finement le volume du banc de poissons dans la zone concernée. Évidemment, c'est un élément important pour décider où on va pêcher. Déjà, ça nous évite d'avoir trop de poissons et de dépasser la récolte prévue. Et puis, ça nous évite de mobiliser une flotte trop importante pour finir avec trop peu de poissons et rater l'ouverture de la saison. Et regarde, il y a 10, 20, 30, 40, 50 otaries. Juste là. Ooh, look at them under the water. Ooh, they're so fast. Awesome. Hey, Ben! Ben! Tu m'entends, Ben? T'as vu les otaries? Avec l'arrivée des mammifères marins qui viennent ici se nourrir de harengs, Jamie n'est pas du genre à patienter au port. Il est déjà sur la zone de pêche à l'affût de toute information. C'est étonnant. Il y avait des poissons là-bas hier et il n'y en a plus aujourd'hui. J'ai un pote pêcheur qui est dans une zone où il espérait en trouver. C'est bizarre, non? Ce qui est impressionnant à propos des harengs, c'est qu'ils bougent constamment pour trouver un endroit où se reproduire.
Un rapide coup de filet ce matin et quelques prises devraient permettre de déterminer la qualité du poisson et surtout celle de ses œufs dont les Japonais sont très friands. Dans cette pêche au hareng, seuls les œufs ont de la valeur. Ce hareng pèse 140 grammes. Il n'est pas du tout mûr. Il n'est pas encore mature. Ça, c'est des œufs de poisson mûr. Tu vois la différence? Là, c'est doré et collant. Ici, c'est dur. Là, c'est collant. Ceux-ci sont bons, ceux-là, non. Le biologiste Dave Gordon semble à présent satisfait de son survol de la baie de Sitka. Il sait aussi que toute la flottille a déjà mis le cap sur le nord de l'archipel. C'est là-bas d'ici 1 heure qu'il devrait donner le premier coup d'envoi de la pêche au hareng de Sitka. La pression monte sérieusement d'un cran car les équipages n'auront peut-être que quelques heures ou quelques minutes seulement pour mettre leur filet à l'eau. La durée d'une pêche est déterminée selon le nombre de harengs présents dans la baie, mais aussi d'après leur maturité. Après le coup d'envoi des festivités, c'est donc à celui qui, le premier, encerclera un banc. À l'image de la cinquantaine de bateaux sur la zone, le capitaine du Shadowfax, Jamie, utilise lui aussi les services d'un pilote pour se guider vers les bancs de harengs. Hey Billy, c'est possible qu'il y ait des poissons plus haut, parce qu'il m'a semblé les voir aller par là. Tu veux que j'aille vérifier, Jamie? J'ai l'impression que près de Squirrel Island, les poissons sont en train de se reproduire. On m'a dit qu'il y a des bancs qui se déplacent au milieu de la baie et d'autres près de la plage. Il y a des bateaux là-bas, non? Le petit hydravion de Billy décolle. Son pilote ne devrait pas tarder à repérer de grandes taches sombres sous la surface de la mer. J'adore être guidé par mon pilote. Mon bateau est fait pour la vitesse, mais l'avion, lui, arrive toujours en premier. Tu dois faire ce qu'il dit. C'est dans ces moments-là que ce bateau a fait des prouesses. Le pilote dit « Jamie, Jamie, viens vite! Dépêche-toi !» Et là, tu fonces pour arriver avant tout le monde. Il y a des harengs à 4 km au sud. Ça a l'air prometteur. Tu devrais aller y jeter un œil. Il y a peut-être un bon coup à faire. À fond les manettes sur le White Horses, le plongeur Mitch Cowan n'est pas en avance. Allez, fais-nous voir ce que t'as dans le ventre. On n'est pas là pour jouer au Scrabble. 110 km/h, ouais. Chevaux sauvages. Personne ne va nous dépasser aujourd'hui. J'en suis certain. Toute la flotte est partie avant nous et on les dépasse presque. Mitch Cowan, alias Captain Bart, est en charge de la sécurité sur la zone de pêche. Il ne sait pas encore que cette année, sa présence sera d'une aide précieuse pour les pêcheurs de Sitka. Alors qu'en Alaska, une pêche au hareng sous haute surveillance est sur le point de commencer, à des milliers de kilomètres de là, un autre équipage s'apprête à prendre la mer. Après avoir quitté la Bretagne, traversé la Normandie et les campagnes du nord de la France, un bus arrive aux Pays-Bas. À son bord, 27 marins, originaires de Saint-Malo, de Fécamp ou de Boulogne. 27 hommes qui exercent parfois le métier de leur père ou de leur grand-père, les anciens Terre-Neuva. Ces marins passent plus de temps en mer qu'à terre. 300 jours par an, ils naviguent en mer du Nord, en Manche ou dans le golfe de Gascogne pour traquer les bancs de harengs ou de maquereaux. Leur grand bateau s'appelle le Sandetti. Immatriculé à Fécamp, ce chalutier pélagique de près de 90 mètres de long navigue sous pavillon français. Mais son port d'attache se trouve sur les rivages de la mer du Nord.
Cette campagne de pêche, comme toutes les autres, durera 3 semaines. Pour les uns, ce départ en mer est vécu comme un déchirement. Pour les autres, comme Franck, c'est presque une délivrance. Non, bah c'est écarté comme ça. Il était 3. Le premier il est passé, impeccable, le deuxième est passé, le troisième, ouais. Elle était juste au bord comme ça. Bon. Ça te fait chier de partir, mais t'es bien ici. C'est la vie de marin, c'est tout. Le truc que tu cherches à terre, tu l'as ici. Ou t'oses pas parler, tu vois, même à ta propre femme. Tu vois. Mais par contre, tu vas parler avec ton pote, là. Mais c'est que des petits trucs comme ça. C'est ça la vie de marin, c'est tout. C'est ça. Ces marins de haute mer parlent souvent de liberté et d'aventure lorsqu'on leur demande le sens de leur choix. Ils ont effectivement accès à un monde inconnu, à des paysages à couper le souffle. Mais ils ne sont pas nombreux à exprimer la difficulté de vivre ensemble dans un espace réduit, soumis aux caprices des mouvements de l'océan. Sur le pont arrière du Sandetti, l'un des hommes clés de l'équipage se prépare. Il s'appelle Eric. C'est le bosco du bateau, le maître de manœuvre. On n'est pas encadré dans une société comme à terre. Ici, c'est un monde à part, quoi. Voilà, donc chacun, les caractères se montrent plus facilement dans un petit milieu comme ça, quoi. Donc, il faut marquer sa place, son territoire, et puis pas se laisser marcher sur les pieds, quoi. Je suis en train de prendre Enlève tes mains de là. Écarte-toi, je suis pas sûr du frein. Le capitaine voit quand même ce qui se passe sur le pont, mais il ne peut pas intervenir directement, quoi. Donc en fait, c'est mon rôle à moi de pouvoir intervenir sur un pépin ou sur quoi que ce soit, de prévenir les gars de ne pas se mettre à tel endroit, des choses comme ça, quoi. En fait, c'est surtout ça, quoi. Le plus grand risque, ouais, c'est de se faire emporter. Et puis dehors, après, on n'est plus maître de rien. Hein. C'est à la merci du bateau qui vient nous rechercher, quoi. Ou pas. Accroche-toi. Accroche-toi un truc. Ouais, tu peux envoyer le 3 là. L'interminable chalut est à l'eau et les bancs de harengs commencent à apparaître sur les sonars. Pour Vincent Le Breton, le capitaine, c'est un moment crucial. Avec un vent d'est qui souffle à plus de 50 nœuds, soit près de 100 km/h, la mise à l'eau du chalut est difficile. Vire du cap. Tu vires à 5. À 5. Là, le poisson qui arrive en dessous du bateau ici. Et à cette heure-ci, là c'est la tombée du jour, là c'est... En général ça paye. À bord du Sandetti, à partir du moment où le poisson est remonté sur le pont, les marins travaillent jour et nuit, avec des relais toutes les 6 heures. Dans quelques minutes, Eric Le Bosco va savoir si la pêche au hareng a été bonne. Alors qu'en Manche, les marins français viennent de prendre leur poste pour remonter le grand filet,
Sur la côte pacifique de l'Alaska, le spectacle va bientôt commencer. Dernier repérage dans le ciel pour les pilotes à la recherche des bancs de harengs. Et dernier tour de piste pour les équipages qui s'apprêtent à en découdre. Le navire du département des pêches est enfin arrivé sur zone. À partir de maintenant, c'est le biologiste Dave Gordon qui mène la danse. Ici la direction de la pêche et de la chasse d'Alaska. La pêche au hareng à Sitka sera ouverte dans environ 1 minute. Je répète, 1 minute. Ok, préparez-vous les gars. Je vais faire ce coup de filet en une seule fois. 25 secondes. Préparez-vous. Le compte à rebours est en route. 15 secondes. Sur le Shadowfax, Jamie est dans les starting blocks. Lâchez, lâchez, lâchez. La pêche est ouverte. I got a massive school here. Stay open, Ben. Stay open. Ben, stay open. Stay open. Jamie a suivi les instructions de Billy, son pilote. Il a réussi à cibler un grand banc de harengs à 2 pas du rivage, dans une eau très peu profonde. Répète, Billy. On fait peur aux poissons. Les bulles dans l'eau, ça fait un bruit de craquement. Tu vois tous les flotteurs sous l'eau, ça veut dire que les poissons sont là. Allez, ralentis, ralentis, ralentis. Ok, vas-y. Mike, regarde par-dessus bord. Merde. Coupe la pompe hydraulique pour que je puisse utiliser le propulseur d'étrave. Coupe. Fais attention. Ok, remonte-le. Ne laisse pas s'emmêler dans l'hélice. Attrape la lanière. Prends la sangle. Non, prends le cadre de remorque. Celui qui part de l'avant. La lanière, Ben, la lanière. Allez, Ben. C'est bon, les gars. Dans la précipitation de la manœuvre, le filet du Shadowfax s'est accroché sur le fond. Tous les harengs se sont échappés. Et le filet, lui, risque bien d'être endommagé. Pour l'équipage du Shadowfax, on n'est pas loin de la catastrophe. Vu l'ampleur des dégâts, Jamie prend alors la décision de quitter la zone de pêche pour aller chercher un autre filet. Au large des côtes françaises, les marins du Sandetti devraient bientôt savoir si ce premier coup de chalut a été bon.
Vas-y, doucement, il y a plus de pression sur l'avant, en fait. On appelle ça un paillasson, parce que tu peux marcher dessus. Bah, il y a bien 70 tonnes là, je pense. Ouais. Alors attention au tuyau là maintenant, hein. Ça va partir d'un coup, hein. Ok, tu capes. Moi j'ai toujours dit que si jamais on fait ce métier-là que pour l'argent, on n'y reste pas. Donc maintenant il y a un choix d'un petit peu d'aventure, c'est sûr, hein, mais bon, c'est une fierté d'être différent, d'entendre les gens dire bah, vous faites un métier hors du commun, quoi. Ça fait chaud au cœur de savoir que quand même il y a des gens qui s'imaginent que un peu ce qu'on fait, quoi. Ouais, puis il y a l'aventure, il y a plein de choses. Hein, Puis bon, c'est vrai, forcément le paysage aussi, quoi. La prise du jour va enfin permettre à l'usine de se mettre en branle. Chaque campagne, plus de 1000 tonnes de poissons sont ainsi réfrigérées, empaquetées, puis stockées dans les énormes cales du Sandetti. Pour l'instant, le ventre du navire est vide. Nous sommes en début de marée. Et celui qui s'y colle à moins 30 degrés, c'est Franck. Pendant 3 semaines, 4 marins comme lui vont se relayer dans la cale pour empiler 60 000 cartons de 25 kilos chacun. Plus tard, presque tout ce poisson congelé sera acheminé en Afrique. Oh, des fois, t'as des coups de blues, hein. Ouais, qu'est-ce que je fous là, ou... Mais bon, c'est partout pareil. J'avais essayé de reprendre la terre, parce que ma copine, elle voulait plus que je parte, quoi. Tu goûtes à cette vie-là, tu t'ennuies, après. Tu t'ennuies, t'as plus le même mode de vie. Là, on a une deuxième famille, là. C'est bon, nos copains, les habitudes, on tombe dans la rengaine, mais c'est pas pareil, quoi. Que nous, à terre, on va pas dire qu'on est malheureux, mais après, c'est la routine, quoi. Après, je m'ennuyais, quoi. Je me faisais chier à terre. Donc j'ai repris la mer. Au même moment à la passerelle, Oui, est-ce que le chef est là? Vincent Le Breton prend connaissance d'un incident dans la salle des machines. Xavier, est-ce que je peux descendre pour voir le bâti du compresseur, là? Le chef mécanicien espagnol vient de détecter une fuite de fréon. Toute une partie du système de refroidissement de l'usine ne fonctionne plus. Une fuite à l'intérieur du compresseur? Une fuite qui sort quand c'est par pression positive. Normalement, il travaille en pression négative. L'usine doit absolument s'arrêter. Pression positive, il part les fréons. Alors il faudra faire un appoint de fréon et après commencer réellement en grande fuite. Le chef mécano n'a que quelques heures pour trouver la fuite.
En cas d'échec, le capitaine devra dérouter son navire vers le port le plus proche pour réparer la panne. Les autres membres d'équipage profitent de ce moment pour se détendre un peu. Il y a des périodes où l'ambiance du bord est moins bonne, hein, ça arrive dans le cycle d'un équipage. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, et au final c'est ça qui est important, c'est que pour s'en sortir, on est un chalutier, il faut du poisson. Finalement c'est ça, c'est de cette manière-là qu'on s'en sort, hein, qu'on remet la machine en route. Que quand ça va mal, c'est souvent parce qu'il y a des périodes de pêche un peu moins bonnes et donc forcément un peu plus de gamberge. Quand on remet l'usine en route, ma foi, il n'y a plus trop le temps de penser à autre chose. Ça, c'est important. C'est comme ça, quoi, on s'en sort. Allô? Allô? Affilé! Dans les cales, les mécaniciens ont finalement trouvé une solution en attendant de réparer le système de congélation. L'usine peut donc repartir. Et sur le pont, la manœuvre peut reprendre. Qui dit métier de passion, dit métier de concession aussi, quoi. C'est un peu un métier égoïste, hein, c'est ça. Pour nous, c'est intéressant parce qu'on fait quelque chose qu'on aime. Mais à côté de ça, on ne peut pas être aimé non plus, quoi, pour ce qu'on fait. Éric Le Bosco a parfois les états d'âme d'un pêcheur au long cours. Il s'interroge sur son métier et sur ce qu'il entend lorsqu'il rentre à terre. Il ne comprend pas qu'on les considère encore comme des pilleurs des mers, des racleurs de l'océan. Cette pêche pélagique au hareng se pratique entre deux eaux. Le chalut ne reste sous la mer que quelques minutes le temps de prélever un quota journalier. Rien à voir avec les chalutiers qui ratissent le fond de la mer pendant des heures. Le Sandetti est rejoint par le Prince Bernard. Ce chalutier fait partie du même armement, il pêche lui aussi sous pavillon français. Seul au beau milieu de la Manche, les deux navires-usines vont sillonner la zone et se partager un immense banc de harengs. En Alaska, Jamie, lui, tente de se frayer un passage dans la multitude des navires présents sur la zone de pêche. Ces abrutis! Mais putain, barrez-vous de mon chemin! Regardez-moi, c'est rigolo. Dis-lui à la radio qu'il est après Missile Bay. Ma commande est foutue, alors je dois utiliser mon volant de secours. Je sais pas, Ben, ça fait loin. J'ai pas la moindre idée d'où ça peut être. Il faut aller jusqu'à Missile Bay. C'est à plus de 20 minutes. Désolé, c'est juste que je sais pas. Faut que je me concentre. Il y a ces satanés bateaux partout. J'ai la rage. On vient juste de détruire un filet à 100 000 $ pour rien. Et on n'a rien pêché. Mais pour Dieu, pourquoi il est après Missile Bay? Fais chier ce con. Excusez mon langage, je suis désolé. Après avoir déchiré son filet sur le fond, Jamie tente le tout pour le tout. Il veut changer son matériel avant que Dave Gordon, le biologiste, annonce la fin de la pêche. Les autres pêcheurs, eux, continuent la moisson. Ce jour-là, plus de 5000 tonnes de harengs ont été pris au piège. Sitka 2012, ouverture de la pêche au hareng. De l'avis de tous, la récolte est maigre, pour l'instant. Mais cela suffit largement pour faire la fête et dépenser sa paye au bar des pionniers.
Un peu plus loin, sur le Shadowfax, Jamie et ses matelots n'ont pas vraiment le cœur à la fête. Ils font ce qu'ils peuvent pour ne surtout pas rater la journée de pêche du lendemain. Ils ont non seulement déchiré leur filet, mais aussi cassé l'un des moteurs hydrauliques. Il nous faut une pompe hydraulique pour remonter le filet sur le pont. Un gros jet d'huile a jailli parce que le joint a explosé. Il faut que ça fonctionne correctement. On en a besoin. C'est essentiel. On ne peut pas ramener le filet sans ça. En général, je me dis, fais-le. C'est tout. C'est ma devise. Personne ne m'a rien appris. Je le fais. La nécessité m'a poussé à faire les choses tout seul. Voilà! Very good. Keep going. Go, go, go. I got the hydraulic cylinder fixed. Avant qu'on ait les enfants, ma femme est venue pêcher avec moi pendant 9 ans. Elle a toujours été mon porte-bonheur. Je m'en suis pas aussi bien tiré ces dernières années. Je me dis que j'ai besoin de ma femme. J'ai besoin qu'elle soit là. On parle de la faire revenir ici pour le reste de la saison. Elle est tout pour moi. Il me faut mon porte-bonheur. Ce matin, le soleil est de retour dans l'archipel de Sitka. Dave Gordon est à nouveau dans le ciel pour déterminer la zone de pêche et son heure d'ouverture. Mais ce qui se passe est étrange. Les mammifères marins sont bien là, mais la mer est complètement blanche. Cela signifie que le frai, la période de reproduction va commencer. Les harengs mâles ont libéré leur laitance. Les femelles ne devraient plus tarder à expulser leurs œufs pour qu'ils soient fécondés. Si la ponte commence dans toute la baie et que les poissons se vident de leurs œufs, alors les pêcheurs n'auront plus qu'à plier bagages. Ça, c'est notre futur. C'est l'avenir de notre pêche. Chaque année, les harengs reviennent ici pour pondre. Il est 10 h du matin, on devrait bientôt avoir une annonce radio pour l'ouverture de la pêche. Je pense qu'on va pouvoir pêcher en début de l'après-midi. Mais il faut qu'on s'éloigne de cette zone pour se concentrer sur les autres parties de la baie. Regardez, c'est vraiment Mère Nature dans toute sa splendeur. C'est magnifique à voir. Le Shadowfax met le cap vers le nord. Car Jamie pense que la pêche va se dérouler dans une crique qu'il connaît bien. Ouais, tu vois, la situation a encore énormément changé. Il y a une belle occasion au milieu là-bas. Il y a un banc énorme. Mais maintenant, ces satanés poissons sont en train de frayer en masse à Acropas. Et surtout au sud de Middle Island. Il n'y avait rien hier. Et maintenant, c'est de la folie. On va tous les attraper. Et c'est ça que tu veux. C'est une pêche parfaite. Si on y arrive, ce sera une énorme pêche. Et tu vas pouvoir filmer tout ça. Regarde-moi ça. Ça, c'est des milliers de tonnes. C'est génial. C'est ça qu'on veut pour l'ouverture de la pêche. Les uns se frottent les mains, mais les autres vont devoir faire avec le mauvais temps qui vient de s'abattre sur la Manche. Sur le Sandety, véritable usine flottante, la cadence infernale continue malgré une météo exécrable. Il n'y a rien de plus beau quand même qu'un bateau qui est dans le mauvais temps quand même, quelque part. Pour nous, ça nous fait chier, mais... Et j'ai des photos de bateaux. Tu vois un bateau avec une mer d'huile, c'est un bateau, quoi. Et un bateau qui pioche, qui... Non, c'est boire, quoi. Mais bon,
Non, là, il y a de la mer quand même. Voilà, je suis dans ACDC là. Un truc qui bouge quoi, j'ai pas de Chopin ou. Ah, c'est pas la peine là. On va faire attention à nous parce que bon bah si les pluies partent, pour ça il faut toujours être vigilant quoi. Bon, des fois, on peut se faire surprendre, hein, mais bon. Quand on sent le bateau partir, tant pis pour les plaques, même s'il tombe au bout ou un truc comme ça, on trace la route, quoi. Ça sert à rien. Tu peux pas les retenir, de toute façon. Si ça part, ça part. Quand tu prends une plaque déjà sur le nez, tu la sens passer, quoi. La preuve. La marée dernière, c'était Babas, lui, une dent, lui. Il a perdu une dent. En barretant, pareil, il a glissé des mains, pouf, il l'a pris là, une dent, plop. Ça arrive. La plupart des accidents surviennent sur le pont arrière lorsque la mer est forte et que la houle déséquilibre les hommes au travail. Une seule seconde d'inattention et une déferlante plus grosse que les autres peut vous emporter. Un câble qui se tend trop vite et vous pouvez être fauché. On est dans un milieu qui n'est pas le milieu naturel de l'homme et qu'il y a certains risques qu'il ne faut pas prendre. Il faut connaître la limite. Si on file par mauvais temps, d'accord, on va avoir les gars sur le pont, c'est ça. Est-ce que je ne prends pas trop de risques? Parce que là, du coup, c'est ma décision. Est-ce que je ne prends pas trop de risques à filer pour la sécurité des gars quand on va virer, quand on va faire les manœuvres sur le pont? Sur la mer, on est toujours petit, quoi. Il faut toujours rester humble. Il ne faut pas se sentir plus fort que les éléments. Voilà. Cette fois, ce n'est pas sur le pont du Sandetti, mais dans les entrailles du navire que l'accident a eu lieu. Avec les coups de boutoir de la houle contre la coque, l'un des mécaniciens s'est brisé la jambe alors qu'il réparait une machine dans l'usine. Lorsque c'est possible, le navire se déroute vers le port le plus proche. Mais quand il faut faire vite, le capitaine fait appel aux hélicoptères de sauvetage de la Marine nationale. C'est le genre d'accident qui montre à quel point les hommes du bord sont vulnérables lorsque la mer se déchaîne. Chacun prend alors conscience qu'un seul défaut d'inattention peut faire basculer tout un destin. Mais il faut remplir les cales pour débarquer la marchandise au plus vite. Ici, les pêcheurs sont payés au pourcentage. Le temps perdu n'existe pas. Sur le chalutier Sandetti, la vie est dure et le salaire se mérite. Mais l'équipage gagne très bien sa vie. Un simple matelot dans les cales peut gagner environ 60 000 € par an. En Alaska, les marins gagnent aussi très bien leur vie à la pêche au hareng. Mais il y a une condition, être les plus rapides. Ils sont en train d'essayer de nous trouver un banc de poissons.
Je pense qu'il y a pas mal de harengs dans la crique par là. S'ils pouvaient faire en sorte qu'on s'aligne dans un coin sans trop de rochers, on pourrait faire un bon coup de filet. Et peut-être qu'on pourrait faire une bonne pêche. Mais rien n'est moins sûr. L'équipage du Shadowfax attend avec impatience le compte à rebours de la seconde ouverture de la pêche au hareng. Je me mets ce casque sur les oreilles pour pas entendre tous les bruits alentours. Il peut y avoir du vacarme autour de moi. Des gens en train de parler. Ce casque m'isole du monde. Comme ça, je peux me concentrer et être attentif aux ordres de mon pilote et voir mes écrans. Cette fois, Billy, le pilote éclaireur de Jamie, a détecté un banc de poissons à quelques centaines de mètres de la proue du Shadowfax. Il est 15 h. C'est le nouveau coup d'envoi pour la pêcherie de Sitka. Mitch Kovan, le scaphandrier en charge de la sécurité sur la zone de pêche, a comme un mauvais pressentiment. 4, 3, 2, 1, open. Ouverte. La deuxième pêche au hareng à Sitka est maintenant ouverte. Cette année, avec la ponte précoce des harengs, la saison risque bien d'être compromise. Sur le pont arrière des navires, rien ne se passe jamais comme prévu. Pour la plupart des équipages, les ennuis s'accumulent. Certains pêcheurs ont beau utiliser des explosifs, des fumigènes pour diriger les harengs vers le fond des filets, rien à faire. Le Lady Brenda a besoin d'un plongeur. Le scaphandrier Mitch Kovan est appelé en renfort. Le Lady Brenda vient de prendre ses filets dans son hélice. Regarde-moi ce bordel sur le bateau. Tu peux filmer ça? Ça, c'est un bazar total. Ils vont devoir remettre le filet à l'eau. Sinon, ils vont jamais pouvoir continuer la pêche. Pour un peu plus de 600 $, Mitch libère le navire. Mais pour l'équipage en surface, la pêche s'arrête là. La grande scène du Shadowfax est en train de se refermer sur un banc de harengs. Get help in here, go over here, Billy. Very good. Yes, yes. Okay. Hold on if you can, Mike. Tell me when, Ben. D'après les estimations du capitaine Jamie, environ 90 tonnes de poissons frétillent dans la grande nasse. Jesus! That happens all the time. Okay, now John, on that hook right there. John.
Perfect gearing, guys. Okay, Mike. Cette fois, Jamie n'a fait qu'un seul coup de filet, mais au bon moment. Car la pêche aujourd'hui n'aura été autorisée que pendant 1 heure. Je pense que ça ressemble beaucoup à un événement sportif. Il y a un esprit d'équipe. J'ai 3 bateaux et un pilote. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. L'esprit d'équipe est comme dans n'importe quel sport. Rugby, football, il y a l'aspect de la compétition, de la gagne. Tu vois, je deviens nerveux. Et après, je m'effondre. Je suis rincé. C'est à cause de l'adrénaline. J'adore ça. Il est 16 heures précises. C'est la fin des hostilités en baie de Sitka. Jamie semble soulagé car tous ses efforts ont été récompensés. L'Alaska, c'est un environnement très dur et sauvage. Alors les choses que font les gens ont tendance à les rendre encore plus durs et sauvages. Donc tu prends un risque mesuré et calculé. C'est comme pêcher, tu vois. Quand on pêche, on est habitué à calculer les risques. Ça fait partie du métier, comme on dit. On joue gros et parfois on gagne gros. Donc oui, c'est très gratifiant. Très gratifiant. Jamie et l'équipage du Shadowfax ont fait tout ce qu'ils ont pu pour sauver une saison de pêche au hareng désastreuse. Cette année, le poisson aux œufs d'or a pondu trop vite. C'est donc la nature qui a remporté la partie. Avant de rentrer sur Homer, dans le nord de l'Alaska, les matelots profitent de la houle naissante pour jouer dans les vagues. Pour les gars du Sandetty, la fin d'une longue marée de 3 semaines est proche. Encore quelques jours et les cales seront pleines à craquer. Le capitaine du chalutier, Vincent Le Breton, peut donc souffler un peu. Dans ces moments rares, l'équipage imagine qu'il est un grand défenseur des oiseaux. Les gars me voient souvent prendre des photos d'oiseaux sur les balcons, surtout quand on est en train de virer, là, il y a toujours plein d'oiseaux tout proche du bateau. Et en fait, ils pensent que je fais partie de la LPO, quoi. Il y en a qui taquinent un peu les oiseaux, ça j'aime pas trop, donc je leur dis, et donc c'est ça qui leur a fait penser que je faisais partie de la LPO, mais pas du tout. C'est juste que j'aime bien les oiseaux en mer, quoi. Ils sont à leur place ici. Alors, ils font le tour du bateau, là de l'autre côté, là, le côté sous le vent, ils planent, et ils arrivent, ils freinent à l'arrière du bateau et ils plongent. On les voit bien là, voilà. On va les voir derrière. Ils font tout un grand tour, ils freinent, et s'il y a quelque chose, ils plongent. Voilà, c'est parti. Ils sont beaucoup pour quelques poissons qui s'échappent. Ça, c'est marrant. À l'image de ces fous de bassin qui tentent de trouver un équilibre sur le vent et la marche du navire, les hommes du Sandetty sont eux aussi à la recherche d'une harmonie entre leur vie en mer et leur vie à terre. C'est la fin de ce voyage au cœur d'un univers à part. Pour les hommes qui travaillent en mer dans des conditions extrêmes, jamais rien n'est joué d'avance. Leur salaire est souvent à la hauteur des risques qu'ils prennent. Mais lorsque les éléments se déchaînent ou que la nature prend le dessus, alors ces marins doivent se contenter de ce que la mer veut bien leur donner.